pathologie transversale qui touche plusieurs spécialités avec comme pivot central la pneumologie. Alors avant de commencer ma présentation et répondre à la question posée, quelle est la place des agonistes de GLP-1 dans la prise en charge du syndrome d'apnée de sommeil, c'est très intéressant qu'on comprenne déjà, nous ensemble, quel est le contexte et quel est le positionnement des agonistes des GLP-1 dans la prise en charge du syndrome de sommeil. C'est très important de définir et de caractériser cette classe moléculaire, avant bien sûr de répondre à son indication dans l'arsenal de ce qu'on a comme moyen thérapeutique dans la gestion, je vais dire gestion de SAOS plutôt que la prise en charge thérapeutique. Alors hier, donc spontanément, on a parlé de la personnalisation du syndrome d'apnée de sommeil. Maintenant, avec la connaissance de mieux en plus de cette pathologie, on sait qu'on est devant des phénotypes divers, vu que les facteurs de risque peuvent diversifier. La physiopathologie qui sous-tend cette pathologie, encore une fois, elle peut être différente d'un patient à l'autre. Les traits caractéristiques sur le plan clinique peuvent différer d'un patient à l'autre. Et bien sûr, on peut facilement déduire que même la prise en charge peut être finalement pondérée en fonction de phénotype de patient, parce qu'actuellement, on parle de phénotype de patient. Mieux encore, on parle de sous-phénotype de patient, parce que c'est très important d'intégrer les traits cliniques de ces patients dans la prise en charge et dans l'adaptation des prises en charge. Maintenant, on commence à clusterer les patients selon leur phénotype métabolique prédominant, cardiovasculaire prédominant, comorbidité prédominante, voire même phénotyper ces patients selon la polysomnographie, selon qu'ils sont hypoxiques ou non. Donc, ce n'est pas finalement surprenant de se retrouver avec ces chiffres qui montrent à quel point il y a un lien transversal et longitudinal, un lien fort sur le plan épidémiologique entre le syndrome d'apnée de sommeil et le diabète ou l'obésité, parce que c'est un trio qui existe chez un même patient, avec bien sûr un facteur de risque cardiovasculaire très important. Alors, s'il y a des associations épidémiologiques importantes et un lien fort sur le plan statistique, ce n'est pas surprenant, parce qu'on sait maintenant de plus en plus que la physiopathologie elle est maîtrisée, et on sait qu'elle est complexe, avec bien sûr comme leitmotiv donc une inflammation de bas grade, et comme bien sûr déterminant l'hypoxie intermittente qui existe chez ces patients. Il explique pourquoi on peut avoir des comorbidités associées, notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les deux comorbidités, à savoir l'obésité et le syndrome d'apnée de sommeil. Alors, pour que je sois plus pragmatique et surtout clinicien pour répondre justement à donc, les interventions de Dr Eliati à chaque fois pour insister sur le côté clinique, la compréhension de la physiopathologie de ça, c'est le fait penser de plus en plus que la prise en charge, il faut qu'il soit personnalisé, bien sûr. C'est très important qu'on trouve finalement une application dans notre pratique de chaque jour. C'est très important parce que le fait de constater que le syndrome d'apnée de sommeil il est tout le temps associé à l'obésité, au diabète, c'est très important que ça change un petit peu notre façon de faire avec les patients et insister sur le dépistage. Très important. D'ailleurs, c'est un message clé dans cette présentation que je partage avec vous. C'est très important d'être conscient que le trio SAOS, obésité, apnée de sommeil, c'est très important que trouve son application sur le dépistage. Raison pour laquelle, devant tout syndrome métabolique, il faut chercher le SAOS, et devant tout SAOS, il faut chercher le syndrome métabolique, surtout en présence des signes qui sont préliminaires. Deuxième application, c'est la clinique, parce que le fait d'avoir cette coexistence entre syndrome d'apnée de sommeil, obésité et diabète, c'est très important que va être considéré avec des traits caractéristiques, parce qu'on sait de façon globale que la prévalence elle est élevée, que le contrôle il est difficile à maintenir, que ce soit du côté diabète ou obésité ou syndrome d'apnée de sommeil. Il y a un comorbidome, parce que tout ce qui est en rapport avec l'inflammation de bas grade va finalement faire émerger d'autres pathologies donc métaboliques. Et bien sûr, il y a un point commun qui est le facteur de risque cardiovasculaire qui est très important et qui cause la mortalité chez ces patients. C'est comme, en termes de sévérité, c'est un SAOS qui est sévère d'emblée, et bien sûr, il y a un grand retentissement sur la qualité de vie. Par les cliniques, c'est également impliquer ça et cette coexistence de ce trio sur le plan clinique, parce qu'un réflexe simple qui ne coûte rien du tout et qui n'utilise aucun appareil, c'est de mesurer le périmètre ombilical chez les patients, parce que
au-delà de son apport pour pouvoir justement phénotyper et caractériser les patients qui ont un SAOS avec le diabète et l'obésité, c'est très important de considérer ce paramètre comme un facteur prédictif. D'ailleurs, ça a été prouvé à travers cette étude récente qui vient d'être publiée que le périmètre ombilical, c'est un facteur parmi un facteur composite qui associe la glycémie et le taux de glycéride. Donc, mis à part son apport clinique, il y a un apport anticipatif parce que ça va prédire les facteurs et les patients à haut risque cardiovasculaire. Maintenant, le pivot central de cette présentation, à savoir le côté pharmacologique et le développement et donc la progression de la pharmacopée avec ces agonistes de GLP-1, il faut savoir qu'on est de plus en plus ouvert à des approches métaboliques parce que la connotation qu'a le SAOS, comme quoi c'est une maladie purement mécanique, c'est dépassé parce qu'on s'ouvre à des approches métaboliques et on considère maintenant des stratégies qui intègrent à la fois le SAOS avec le métabolisme. D'ailleurs, on considère le SAOS comme un driver de l'insulinorésistance, d'où l'intérêt justement de bien phénotyper ces patients. Maintenant, pourquoi on rajoute une pharmacologie moderne avec les agonistes de GLP-1 ? Parce qu'on sait que ce qu'on a actuellement, notamment la PPC, qui constitue d'ailleurs le gold standard dans la prise en charge de SAOS, même s'il apporte une amélioration de la qualité de vie, amélioration de sommeil, amélioration de l'apnée-hypopnée comme indice d'évaluation principale dans les études, on sait que sa réduction concernant le syndrome métabolique n'est pas si importante. D'ailleurs, ça modifie de façon timide les composants du syndrome métabolique et il réduit de façon légère la graisse viscérale et ce qui ne nous permet pas d'améliorer la fonction endothéliale et donc le risque cardiovasculaire de façon importante. Qu'en est-il de la chirurgie bariatrique ? Pourquoi la chirurgie bariatrique ne peut pas contrôler le syndrome métabolique parce qu'on sait que déjà il y a une contrainte de la réalisation des opérations parce que c'est difficile d'avoir l'accord chez un patient qui est déjà obèse avec des comorbidités, notamment le diabète, pour qu'il soit éligible à une intervention chirurgicale. Maintenant, quel que soit le mode chirurgical, que ce soit par sleeve ou par bypass, c'est très important de savoir que le pourcentage de persistance de syndrome d'apnée du sommeil est très important chez cette population pour dire que seule la chirurgie bariatrique ne peut pas finalement combattre le syndrome métabolique. Le mode de vie, c'est vrai, c'est un point commun qui est à chaque fois rappelé dans les études, mais encore une fois, lui seul ne permet pas de contrôler le syndrome d'apnée du sommeil, surtout lorsqu'il est associé au diabète et l'obésité. Et c'est là qu'on propose justement l'approche métabolique, pharmacologique, avec l'arrivée de cette classe qui est prometteuse, notamment les agonistes de GLP-1. Donc c'est très important qu'on les définisse d'ailleurs. Ils rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les incrétines. Donc il y a deux types d'hormones qui finalement répondent à cette action. Il y a les GIP, c'est-à-dire glucose dépendant insuline polypeptidique, il est sécrété par les cellules K du duodénum et du jejunum. Il y a ce qui nous intéresse, à savoir les GLP-1, qui est un produit par les cellules L de l'ilion et du côlon. Leur sécrétion elle est principalement stimulée par l'absorption du glucose et les acides gras. Alors, si l'action elle est rapide concernant les GLP-1, les agonistes, ils ont la supériorité par rapport aux hormones naturelles d'un délai d'action qui est très important et ce qui explique d'ailleurs leur effet très important dans la réduction du poids parce que contrairement à ce qui est naturel, ce qui est synthétique, c'est-à-dire les agonistes de GLP-1, ils sont associés à un acide gras, donc ils vont être absorbés et reliés à l'albumine et donc le délai d'action va être beaucoup plus prolongé par rapport à ce qui est naturel. Alors, comment ces agonistes GLP-1 vont agir par rapport au syndrome d'apnée du sommeil ? Donc, il y a 3 axes d'intervention de ces molécules par rapport au syndrome d'apnée du sommeil. Donc, la première composante sur laquelle vont agir les agonistes GLP-1, c'est la composante respiratoire parce qu'ils vont stimuler la respiration, donc la stabilisation du système respiratoire en activant les récepteurs GLP-1 au sein du système nerveux central parce que les récepteurs de ces agonistes GLP-1, ce sont des récepteurs ubiquitaires. Il existe au niveau du cerveau, au niveau du muscle, au niveau du système respiratoire, au niveau de la peau, et au niveau des intestins. Donc, ça explique pourquoi il y a un effet systémique de ces agonistes et leur implication dans le syndrome du sommeil. Alors, mis à part la régulation respiratoire, il y a une régulation métabolique parce qu'ils vont agir
pour ralentir le vidange gastrique, et donc le sentiment de satiété va être prolongé chez ces patients, et donc l'apport alimentaire va être réduit chez eux. Troisième axe d'intervention donc, de ces agonistes par rapport au syndrome d'apnée-sommeil, c'est la régulation inflammatoire, parce qu'on sait que le syndrome d'apnée-sommeil, c'est une maladie systémique avec une inflammation de bas grade. Il y a des sécrétions des interleukines anti-inflammatoires et stimulation de tout ce qui est, inhibition de tout ce qui est pro-inflammatoire. Quatrième axe d'intervention de ces agonistes du GLP-1, c'est l'action au niveau cérébrale, au niveau des centres respiratoires, parce que ça va moduler justement la cognition de ces patients pour que leur comportement alimentaire soit donc régulé, et tout ce qui est dégradation, tout ce qui est dégâts concernant l'hypoxie, qui caractérise le syndrome d'apnée-sommeil, va être finalement corrigé, puisqu'il y aura une intersection ou bien donc une action au niveau des récepteurs, au niveau du centre nerveux central. Vous voyez que finalement l'action de ces agonistes, c'est une action qui ne touche pas que le système respiratoire, elle touche le système respiratoire, le système immunitaire, le système cérébral et le système hormonal. D'où leur action très importante qui explique pourquoi il y a des résultats très importants, très probants et séduisants concernant la prise du poids chez les patients. Maintenant, l'effet cardiovasculaire, de façon synthétique, j'ai essayé de synthétiser toutes les études qui ont traité le facteur de risque cardiovasculaire, même si c'est un facteur d'évaluation secondaire dans les études cliniques. Donc, les études s'accordent sur un effet cardiovasculaire protecteur de ces agonistes de GLP-1, que ce soit directement ou indirectement, avec bien sûr une limite de cette synthèse par rapport à l'effectif des patients qui sont suivis dans les cohortes cardiovasculaires, qui nécessitent de façon ordinaire dans un contrôle qui dure plusieurs années. Maintenant, on répond à la question parce maintenant on a compris le contexte déjà de leur positionnement et donc le caractère ubiquitaire des agonistes des récepteurs GLP-1. Alors, rien de nouveau, donc l'étude référente ou l'essai clinique randomisé en double aveugle qui est donc le CERMANT-OSA, donc qui a essayé d'être beaucoup plus structuré en faisant 2 essais. Le premier essai avec des patients sans CPAP et le deuxième essai avec des patients qui ont CPAP. Et le critère d'évaluation principal, c'était la réduction de l'apnée-hypopnée chez les patients qui sont traités. Alors, le résultat, c'est que la diminution moyenne allant jusqu'à 23 événements par heure contre une baisse maximale de 5,5 par rapport au placebo, avec bien sûr amélioration des symptômes. Et le trizipatide a réduit le poids corporel, la charge hypoxique et la concentration de la CRP et la pression artérielle chez les patients qui ont été randomisés du côté prise de la tirzepatide. Alors, le médicament commercialisé, c'est Mounjaro. Donc, il a une double action, à la fois GLP-1 et GIP. Donc, ça explique leur supériorité par rapport aux autres agonistes GLP-1. Donc, il existe en différentes formes de dosage. Et bien sûr, il est commercialisé depuis 2024 en France. Donc, je reviens aux formes pharmacologiques de différentes agonistes. Alors, deuxième agoniste GLP-1, c'est les sémaglutides. Donc je n'ai pas trouvé un essai randomisé en double aveugle concernant ce médicament. Ce qui existe, c'est un essai de validation de concept, mais c'est-à-dire un essai qui a essayé de tracer le design pour pouvoir comparer les patients avec placebo et avec ce médicament. Maintenant, ce qui existe comme publication actuelle, c'est surtout des études rétrospectives, mais ce qui relève de la synthèse des études même observationnelles, c'est qu'il y a une réduction significative de l'utilisation de sémaglutide concernant le critère de jugement principal qui est l'index apnée-hypopnée. Troisième molécule, c'est l'araglutide. Donc, c'est un essai SCAL sleep apnea qui rentre dans le cadre d'un programme SCAL qui s'intéresse aux patients obèses. Donc, encore une fois, c'est un essai randomisé contrôlé contre placebo qui a essayé d'évaluer l'effet de l'araglutide sur l'index apnée-hypopnée. Donc, le résultat, encore une fois, satisfaisant parce qu'il y a une réduction significative contre placebo concernant cet effet randomisé contre placebo. Alors, il y a plusieurs molécules qui existent dans le marché. D'ailleurs, il y a une vogue des agonistes de GLP-1 depuis leur apparition première aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs molécules, Victoza, il y a Mounjaro, il y a
Saxenda, il y a donc Vigori. Donc, très important de comprendre que ce sont des médicaments modernes parce qu'ils s'interposent entre trois pathologies, l'obésité, le diabète et le syndrome d'apnée du sommeil, ce qui explique la pression très importante d'approvisionnement et de commercialisation pour ces médicaments. Donc ça, c'est un tableau synthétique des différents agonistes avec leur forme clinique, leur représentation, leur fréquence d'utilisation, parce que en gros, donc les agonistes de GLP-1, ça peut être soit une prise par un stylo, donc auto-injecté par jour, ou bien de façon hebdomadaire, c'est-à-dire une prise par semaine avec une perte de poids très importante qui explique pourquoi il y a une pression très importante de commercialisation et de dispensation. Alors, lorsqu'on veut comparer l'effet de différentes molécules, donc j'ai choisi surtout le tirzépatide, les semaglutides et l'eraglutide. Alors, l'effet supérieur, c'est en faveur de tiraglutide parce que c'est très important, parce que c'est il y a une double action, parce que il y a deux récepteurs pour ce médicament par rapport aux semaglutides ou l'eraglutide. Alors, il faut savoir que ça ne va pas remplacer la CPAP. Si la question c'est par rapport à la concurrence entre CPAP et ces agonistes de GLP-1, la réponse est affirmative parce qu'il y a un effet additif et non pas un effet concurrentiel. Parce que qu'on le veut ou pas, si on veut être rationnel, il faut que ces médicaments soient intégrés dans une approche qui est intégrative et non pas concurrentielle avec la CPAP qui reste le gold standard de la prise en charge des patients qui sont confirmés ayant un syndrome d'apnée de sommeil. Alors, l'étude des associations, parce qu'en comprenant que c'est un effet additif additionnel, est-ce qu'il y a des études qui ont conforté justement cet effet bénéfique de l'association? La réponse est oui. C'est ce qui montre justement cette association de l'eraglutide avec la CPAP, qui montre qu'il y a une augmentation, donc une diminution de l'IMC, une diminution de la pression artérielle et bien sûr amélioration de la sévérité de SAOS, que ce soit côté index apnée-hypopnée ou bien sur le plan clinique et sur le plan symptomatique. Encore une fois, lorsqu'on revient justement à l'étude référente qui remonte à OSA, qui reste la référence concernant l'utilisation des tiraglutides dans la perte du poids chez les patients qui ont un syndrome d'apnée de sommeil. Alors, comme j'ai dit, donc c'est un essai structuré avec deux essais finalement. Premier essai sans CPAP et le deuxième avec CPAP. Vous voyez que finalement la réduction elle est présente dans les deux essais, avec bien sûr une légère supériorité lorsque les patients sont à la fois tiraglutide et gardent leur CPAP à l'admission ou donc une fois elle est introduite ou il est gardé s'il est déjà installé chez les patients. Alors, comment ça doit être fait le choix avec cette panoplie des agonistes GLP-1? Alors, le choix doit être finalement drivé par le profil des patients, selon leur âge sur la fonction rénale, selon leur comorbidité, lorsqu'on vise contre le diabète versus l'obésité, parce qu'il y a des agonistes qui ont une supériorité plus pour le diabète, d'autres plus pour l'obésité. Alors, il faut savoir déterminer l'objectif et le projet thérapeutique avec le patient pour que la molécule soit la plus adaptée. Bien sûr, il faut intégrer le patient dans le choix. Est-ce qu'il préfère les injections quotidiennes versus les injections qui sont hebdomadaires? Alors, les indications. Alors, il y a des indications initiales lorsque l'IMC est supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré ou il est supérieur ou égal à 27 kg par mètre carré avec une comorbidité qui peut être soit un prédiabète, le diabète, la dyslipidémie, l'HTA ou encore une fois, ce qui nous intéresse, le syndrome d'apnée de sommeil. Donc, il suffit d'avoir le syndrome d'apnée de sommeil avec un cutoff supérieur à 27 et en complément d'un régime hypocalorique et augmentation de l'activité. D'ailleurs, c'est une indication, encore une fois, conditionnelle. Le mode de vie, l'activité physique et l'adaptation des apports alimentaires, il faut que ce soit un prérequis et finalement une base pour réussir un projet associant CPAP ou CPAP avec les agonistes de la GLP-1. Alors, l'indication de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, donc la NCM, augmente le cutoff à 35 kg par mètre carré avec un âge qui doit être inférieur à 65 et bien évidemment, il faut que ce soit en deuxième intention après un échec de la metformine par exemple ou après avoir essayé une approche thérapeutique initiale. Bien sûr, encore une fois, donc le mode de vie, le lifestyle, il faut que ce soit adapté. Et ce sont ces quotas finalement ils sont déterminés, c'est-à-dire le poids, l'âge et finalement
les facteurs de comorbidité, ils ont été déterminés sur la base des critères d'inclusion dans les essais cliniques, raison pour laquelle on va trouver qu'à partir de 18 ans, donc les tirzépatides, donc il est indiqué par rapport aux autres agonistes GLP-1 ou l'âge à partir de 12 ans. Donc il est permis parce que tout dépend de critères d'inclusion à la base concernant les essais cliniques qui constituent le driver des indications et des recommandations. Alors, chez les patients, ils sont éligibles à une chirurgie bariatrique. Il faut savoir que ce sont des médicaments qui peuvent être comme outil d'optimisation pré-thérapeutique, comme ça peut être des traitements de pointe pour pouvoir justement optimiser les résultats, comme ça peut être une alternative chez les patients qui n'ont pas l'indication chirurgicale. Alors, il faut savoir que ce sont des agonistes qui vont agir en fonction de la dose de glucose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie parce que leur action va être modulé par le taux de glucose dans le sang, raison pour laquelle même les patients non diabétiques peuvent en bénéficier. Alors, les examens préalables, est-ce qu'il y a des examens à faire avant la prescription? La réponse est oui. Donc, il faut faire un bilan glycémique complet, il faut faire une évaluation rénale, un bilan hépatique. Donc, il faut faire un bilan de pancréas et bien sûr en fonction de contexte pour pouvoir justement chasser les patients qui ne sont pas éligibles, qui ont des contre-indications absolues. Les effets secondaires, donc c'est rassurant, les études de safety, donc c'est rassurant par rapport aux agonistes du GLP-1 parce que les effets secondaires les plus fréquents, c'est d'ordre digestif avec nausées, vomissements et diarrhée. Donc le reste, donc, il est extrêmement moins fréquent, extrêmement rare. Alors les effets secondaires, donc c'est molécules dépendants. Le tirzépatide, c'est la plus utilisée, c'est la plus efficace et donc les effets secondaires sont rapportés plus, mais ça reste des effets secondaires qui sont mineurs d'ordre digestif. Oui, Sana, si tu peux alors conclure. Le suivi, c'est bon. Donc le suivi, donc ça nécessite des suivis rapprochés, en tout cas les premiers mois, surtout lorsqu'on va faire l'escalade par rapport à ces médicaments. Encore une fois, je rappelle que l'enjeu, c'est surtout l'enjeu d'approvisionnement et de commercialisation parce que vu l'effet très important sur la prise du poids, donc il y a une vogue d'utilisation. D'ailleurs, je me permets rapidement, si vous voulez bien. Donc cette vidéo montre qu'il y a une utilisation par les célébrités, il y a une pression des influenceurs concernant ces médicaments, d'ailleurs qui sort de les recommandations parfois. L'utilisation ne répond pas forcément à des prescriptions médicales, d'où l'intérêt justement de rationaliser donc, la prise en charge de ces patients. Alors les perspectives, c'est surtout l'arrivée des agonistes GLP-1 par voie orale chez les patients. Donc ça va alimenter davantage et ça va développer encore une fois la pharmacopée donc déjà préexistante. Donc il y a 2 essais qui sont en cours. Et je conclus en disant que les agonistes de la GLP-1, il ne faut pas que ce soit une offre d'amélioration concurrente de la CPAP parce que la CPAP reste le gold standard. Et s'il y a une arrivée de la pharmacologie moderne qui est les agonistes de la GLP-1, donc il faut qu'ils soient complémentaire additionnel à la CPAP qui reste le gold standard. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, professeur Hammi. Et